bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la 26e journée de Ligue 1 et l'AS Monaco qui recevait au stade Louis II Dijon et qui s'est imposé une nouvelle fois sur le large score de 4-0. Des buts inscrits par Keita, Baldé, par Fabinho sur penalty, Rony Lopez et pour conclure Glick d'une volée extraordinaire dans la lucarne, mais on aura le temps d'y revenir. Et pour m'accompagner, je serai avec Nico. Salut Nico. Salut. Et je serai avec Patrice, a.k.a. Notre talisman de la Ligue 1, qui reste donc invaincu ce soir. Patrice, toujours. Oui, bonsoir, oui. Bah oui, 7 matchs en Ligue 1 et 7 victoires en débrief, quoi. Ouais, t'as pas réussi à... en passant, hein. Et en plus, oui. Bon, par contre, t'avais pas réussi à faire de miracle en Ligue des Champions, pas non plus. Non, le seul match que j'ai fait, c'était pour la défaite contre Porto. Ouais. Et puis c'était le match retour, donc de toute façon c'était déjà plié. Donc, oui. De toute façon, pas de regret. Donc voilà, comme je le disais Nico, une victoire qui fait du bien, une victoire qui fait énormément de bien, une nouvelle victoire large, 4 buts d'écart, Monaco qui s'installe de manière sûre et certaine à la seconde place d'ici la fin de journée en attendant que Marseille et Lyon jouent, Monaco qui également risque de faire un vrai bond en avant au niveau du goal average. Et donc Monaco ce soir qui a confirmé sa bonne forme actuelle et peut-être ce qu'on ressentait, à savoir que cette victoire contre Lyon allait être un déclic. Oui, enfin le score de 4-0 est vraiment flatteur pour l'AS Monaco. Ça s'est décanté dans les dernières 20 minutes. Avant ça, on a vu une équipe quand même qui n'a pas réussi à se mettre à l'abri. Mais bon, c'est vrai que c'est une 3e victoire d'affilée, en marquant pour la 3e fois de suite plus de 3 buts. Et comme tu le dis, au niveau du goal average, ça fait plus 8 en 2 matchs. Donc tout bénef, on met la pression sur Marseille et Lyon qui ont des matchs compliqués quand même ce week-end. Oui, parce qu'on va le rappeler, Marseille reçoit Bordeaux et Lyon se déplace à Lille. Voilà, donc... et surtout, ils ont joué jeudi soir en Europa League. C'est ça, ils ont joué jeudi soir. Bon, ils ont tous les deux gagné, donc c'est plus facile de récupérer avec la victoire. Mais c'est vrai que Lyon est à 8 points là ce soir. Donc c'est un vrai écart. C'est la première fois depuis le début de saison qu'il y a autant d'écart avec cette équipe. Donc c'est une vraie pression sur eux. Marseille aussi va devoir cravacher face à un adversaire qui lui réussit pas souvent, que ce soit au Vélodrome ou à Bordeaux. Oui. Donc tout bénef, on passe le week-end tranquille en attendant le prochain match, puisque maintenant on n'a plus que ça à attendre, hein, un match par semaine. C'est ce qu'il fallait faire, une grosse victoire, et donc c'est très bien. Ouais, prochain match donc qui sera face à Toulouse et d'ici là Marseille et Lyon donc, auront joué ce week-end, mais il faut également le rappeler qu'ils ont leur match retour jeudi, ouais, d'Europa League. Alors Marseille semble quand même avoir fait 90% du chemin. Pour ce qui est de Lyon, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que pour le coup leur victoire était un petit peu bien payée, on va dire, et Villarreal risque de leur poser des problèmes. Donc de toute façon on le savait, on s'en doutait qu'on avait quand même entre guillemets cette chance toute relative, hein, évidemment, de ne plus être en Europe, donc d'avoir un calendrier en tout cas plus allégé et également plus facile vu qu'il nous reste plus que Paris. Pour l'instant c'est en train de se confirmer. On verra par la suite, il reste encore 12 journées, donc beaucoup de points seront à prendre. On va tout de suite parler de la composition. Patrice et Jardim qui une nouvelle fois avaient décidé d'aligner son 4-2-3-1. Est-ce que pour toi il y avait des surprises dans cette composition, sachant que pour l'instant on va parler de la composition qui était prévue, donc avec Jovetic en pointe. Pour moi, la surprise, c'était Diakabi. Je pensais pas que ce serait lui qui serait titulaire. Je pensais plus que Baldé a réintégré le groupe, être titulaire directement pour ce match après sa suspension à Angers, après ce carton rouge à Lyon. Du coup, ouais, j'étais un peu surpris de voir Diakabi, mais après, bon, il avait fait un bon match à Angers aussi, donc ça suivait une certaine logique. Oui. Après, pour le reste de l'équipe, non. De toute façon, Georges n'était même pas dans le groupe. Je m'attendais pas à voir Touré à la place de Raji et faire basculer Sidibé non plus. Oui, Georges qui semble avoir définitivement perdu sa place au profit de Radji, et on va pas se mentir, c'est quand même pas pour nous déplaire.
hein, même si Non. on sait que Radji de temps en temps fera des mauvais matchs, globalement quand même il sera une valeur sûre. Comme je le disais Patrice, ouais, il y a eu cette blessure, cette nouvelle blessure de Jovetic à l'échauffement. Ça devient quand même un petit peu problématique et un petit peu lassant même. Oui, de ce que j'ai entendu, c'est une contracture musculaire qui est intervenue lors de l'échauffement, donc une blessure vraiment assez bête, quoi. Donc, ça continue encore, quoi, depuis le début de la saison. Ça commence à faire pas mal de matchs où il est absent pour des petites gênes musculaires, des petites blessures qui l'handicapent, où il est pas là pendant 2-3 matchs. Après, du coup, ben, il revient en tant que remplaçant et du coup, c'est long, quoi, et c'est dommage parce que c'est quand même un très bon joueur et qui nous fait du bien quand il est à 100%. Donc, bah, du coup, sur ce match, il a dû se passer de lui et faire rentrer Keita Baldé en pointe seul, ce qui est pas vraiment son meilleur rôle. Non, non, c'est vrai que c'est pas son meilleur rôle, mais bon, également Jovetic, moi, je suis pas non plus persuadé de l'utilité réelle de le mettre seul en pointe. Maintenant, faut reconnaître qu'il sortait de deux bonnes Ouais, prestations, donc maintenant, ouais, il a plus prouvé à ce poste en tout cas que Baldé. bah, Il fait de meilleures performances à mon goût. on verra ce soir, mais encore une fois, Baldé était neuf et encore une fois, Baldé a marqué en position de neuf comme il avait pu le faire à Lyon. Maintenant, c'est vrai que Jovetic la semaine dernière avait été très bon à cette position, donc c'était malgré tout logique de le revoir. Un début de... Ju- Oui, vas-y. Juste pour revenir quand même, bon, si Patrice, tu dis qu'il a une contracture, c'est quand même assez inquiétant, j'ai envie de dire, sachant que bon, il a joué le match la semaine dernière à Angers, et là on parle d'un échauffement et contracture, enfin, oui, c'est qu'il y a une surcharge, une utilisation excessive du muscle, donc c'est au niveau de la récupération, peut-être que aussi le staff médical n'a pas tout mis en place pour qu'il puisse bien récupérer de sa semaine et de son match. L'année dernière, on avait loué l'absence de blessures et donc le bon travail du staff médical, mais cette année, on voit quand même qu'il y a pas mal de blessures. C'est vrai qu'il y a plus Mm. de blessures cette année. Maintenant, Jovetic, c'est pas comme s'il était arrivé chez nous et qu'il avait commencé à se blesser. Oui. Donc Non, malheureusement, Il est je quand même pense que plus c'est timide tout du fait. simplement quelqu'un de très fragile. Après, c'est vrai que sur les autres blessures, t'as pas tort, on peut se poser la question, mais aussi c'est simple. La saison dernière a été très longue, a été très dense pour beaucoup de jeunes joueurs qui étaient pas forcément habitués. Et c'est vrai que par exemple quelqu'un comme Lemar, c'est pas forcément surprenant qu'après des saisons aussi longues il se blesse. Mendy, même s'il est parti de chez nous, bah le pauvre, on sait très bien ce qui lui est arrivé en Angleterre. C'est compliqué quand t'es pas habitué, quand t'es encore un jeune joueur, de réenchaîner derrière une saison, même si c'était pas une saison avec une compétition internationale en fin d'année. La saison avait été longue, il a fallu tout de suite reprendre en août, on était encore bien, et puis derrière il y a eu un trou physique, et là on semble être mieux, c'est ce que je te disais avant le match en rigolant, Nico. Mais ouais, la préparation physique a dû malgré tout être bonne parce que l'équipe là semble être au summum de sa forme, ce que font beaucoup de grandes équipes européennes parce que ça correspond aux matchs importants de Coupe d'Europe. Bon bah malheureusement cette année il n'y a pas de Coupe d'Europe, mais l'équipe malgré tout physiquement semble en pleine possession de ses moyens et malgré quelques blessures, mais ça malheureusement c'est souvent inévitable. On va tout de suite maintenant rentrer dans le vif du sujet, Nico, et donc un début de rencontre assez poussif, pour moi une entame de match plutôt intéressante, mais vraiment sur les 2-3 premières minutes, et derrière une rencontre qui va être assez terne jusqu'à l'ouverture du score. oui, ouverture du score qui arrive finalement assez rapidement sur le premier mouvement, le premier mouvement de Monaco qui s'est déroulé sur la droite. Mais c'est vrai qu'avant, bon, il y avait on a commencé à être habitué aussi à ces débuts de match où on presse, on essaie de mettre directement la pression sur l'adversaire. Dijon s'en est pas trop mal tiré finalement, mais ils encaissent ce but assez rapidement, comme ça avait été le cas à Angers la semaine dernière. Donc c'est vrai que contre ce genre d'équipe, ouvrir le score très tôt dans le match, ça permet aussi d'enlever un certain poids. Donc ils ont eu la bonne idée de concrétiser sur le premier mouvement collectif. Un très beau mouvement d'ailleurs, et un mouvement d'ailleurs Patrice, qui va un peu résumer les bonnes choses de cette première mi-temps, à savoir une belle entente entre Sidibé et Lemar, qui du coup avait été positionné à droite
pour favoriser Diakaby et le laisser du côté gauche. Mais on a vu quand même que cette doublette a fait des bonnes choses, et c'est pas forcément étonnant parce que c'est notre meilleur latéral avec notre meilleur milieu de terrain. Bah, on pouvait s'attendre à des bonnes choses. Oui, c'est vrai que quand on a évoqué la compo, on a pensé à parler du fait que Lemar jouait sur son côté inhabituel, côté droit. Donc du coup, il a joué toute la première mi-temps avec Sidibé. C'est vrai qu'il y a eu une très belle entente entre les deux. C'est même le point positif de cette mi-temps. C'est vraiment eux deux qui ont apporté le danger pendant tout le match, pendant tout du moins cette première mi-temps. Oui, c'est Et vrai. du coup, Et ce but, au final, bah, il est conclu par Baldé pour son quasiment, je crois que ça doit être son second ballon. Bon, le but est beau, voilà, c'est un geste d'attaquant, c'est un beau contrôle, il frappe, y a pas grand chose d'autre à dire, c'est bien joué de sa part, on l'avait pas vu avant, on va voir par la suite qu'on l'a pas trop vu non plus par la suite, mais encore une fois, il est décisif, il est quand même décisif énormément. On avait fait un sondage dans la semaine sur notre page Twitter pour vous demander qui selon vous allait derrière évidemment Falcao être le second buteur de l'équipe. Baldé a été qui est déjà l'actuel second mais a été plébiscité, et bah il a confirmé encore ce soir que sans être omniprésent, ça on peut pas dire le contraire, bah, il arrive quand même à être toujours ou en tout cas souvent décisif par une passe ou par un but. Donc c'est très positif. Le reste de la mi-temps, Nico, au final c'est ce qu'on vient de dire avec Patrice, le côté droit bien, mais alors le reste de l'équipe un peu compliqué. Ouais, on a laissé un peu le ballon à Dijon. On n'a pas tenté non plus d'enfoncer le clou et de marquer ce deuxième but pour avoir une suite de rencontres plus facile. Juste après le but, on s'est fait quand même une petite frayeur puisque Dijon a une occasion, enfin une opportunité, on va dire. Et après, oui, c'était un match assez ronronnant. Quelques tentatives sur la droite, comme vous l'avez dit, mais pas grand chose à dire. Non, pas grand non, chose à dire. c'est même ennuyé, je dirais. Je pense qu'on va du coup on va en parler tout de suite parce qu'après quand même sur la deuxième mi-temps il y a eu un changement pas forcément tactique, mais en tout cas il y a eu un changement de place de beaucoup de joueurs, et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors cette première mi-temps de Moutinho en numéro 10, Ouais, le c'est pas pauvre. faute de le répéter, mais enfin On l'a pas vu. il sert à quoi? Encore une fois, il sert à quoi? Bah là, en numéro 10, c'est sûr qu'il a pas servi à grand chose, on l'a même pas vu, je sais même pas Non, on l'a combien de pas ballons vu, il a ouais. touché en première mi-temps, mais ça doit être très faible, parce qu'à part faire du pressing sur la première relance, c'est les seuls moments où on le voyait sur le champ de la caméra. Mais bon, après, c'est même tout notre milieu, que ce soit Fabinho et Thielmans, on les voyait très peu, quoi. Ils couraient après le ballon, et c'est les milieux dijonnais qui avaient le contrôle du ballon, et Mm. ils ont pratiquement la possession à la mi-temps, je crois que c'est fini à 53-47. Et on a Oui. vraiment eu l'impression que c'est eux qui avaient fait tout le jeu, quasiment. Alors, je l'ai trouvé Fabinho un peu au-dessus, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est Oui, vrai que Thielmans n'a pas non plus été très en vue lors de cette première mi-temps, mais malgré tout un peu plus en vue que Moutinho, bah, donc avec forcément un peu de déchets, des moments où il est un petit peu agaçant, où il fait des mauvais choix, mais au moins c'est vrai qu'on a le mérite de le voir un peu. C'est vrai que Moutinho c'était un peu plus compliqué, à part encore une fois, oui, ce rôle de pressing, mais c'est quand même c'est un peu faiblard quoi, et on va voir qu'en deuxième mi-temps il était quand même un peu plus intéressant hein, dans un poste un peu plus reculé. mm. D'ailleurs, on peut tout de suite attaquer sur cette deuxième mi-temps parce que au final, c'est pas passé grand-chose d'autre dans cette première mi-temps. Et donc une deuxième mi-temps, Patrice où Jardim va faire un changement de positionnement de joueur en mettant Thielmans sur le côté droit, en faisant passer Lemar en numéro 10 et en reculant Moutinho à son poste de prédilection à côté de Fabinho. Oui, je pense qu'il a souhaité avoir plus de jeux dans l'axe, vu que c'est Lemar qui touchait le plus de ballons sur cette première mi-temps, et il a souhaité, je pense, recentrer plus le jeu. Malheureusement, je trouve que ça n'a pas trop marché, parce que c'est là que Dijon a eu sa plus grosse possession, Ouais. et c'est là que Lemar, du coup, a pu toucher aucun ballon. Il a fallu attendre un peu plus tard dans le match pour qu'on reprenne un peu le jeu en main, quoi. Mais j'ai pas trouvé vraiment que ce changement
nous a été bénéfique. En tout cas. Tellement ça a pas apporté plus. Moutillon l'a plus vu bien sûr à la récupération que Tillman, ça c'est sûr. Oui. Mais sinon, j'ai pas trouvé que c'était franchement intéressant. Donc Nico, le problème vient peut-être plus du système de jeu. Au final, on fait des bons résultats avec, donc c'est vrai que c'est compliqué de le critiquer, mais c'est vrai qu'on a l'impression que quel que soit le joueur ou la personne qu'on met en numéro 10, eh ben, c'est la personne qu'on va avoir le moins. Ça a été le cas avec Moutinho, et les marques avaient été, on va pas non plus dire exceptionnel, mais en tout cas qui avait été clairement notre meilleur joueur en première mi-temps, à ce poste-là, c'est lui aussi un petit peu effondré. Donc, Ouais, il s'est frotté aussi à des physiques un peu plus imposants et on a vu qu'il avait du mal à gagner ses duels. Peut-être aussi une petite peur d'y aller vraiment au contact par peur de se reblesser. C'est vrai il a un peu disparu en cette deuxième mi-temps. Et comme l'a dit Patrice, c'est vraiment Dijon qui avait le contrôle du ballon jusqu'à l'heure de jeu. C'est eux qui se sont créés les plus belles occasions. Et sans un bel arrêt de Subasic, on aurait pu se retrouver à 1 à l'heure de jeu. oui, il faut. On était plus proche du 1 que du 2-0, hein, ça c'est Ouais. sûr. On en reparlera Ce qui est assez... tout à l'heure, mais c'est vrai que Subasic a fait un bon retour. Il faut le souligner. On a suffisamment tapé sur lui. Faut reconnaître que ce soir, il a été bon. C'est quand même assez dingue de voir que bon la semaine dernière on met 4-0 à Angers en développant un jeu quand même assez intéressant. Et là tu joues Dijon qui est pas non plus un foudre de guerre et tu gagnes 1-0 et tu lâches le ballon au lieu d'enfoncer le clou et d'essayer de marquer, se mettre à l'abri. On a encore fait un début de deuxième période inquiétant et on évite de peu l'égalisation. Et en plus, on est à domicile, quoi, donc c'est encore plus On est à incompréhensible domicile, oui. de laisser le jeu à Dijon, quoi. Autant à Et puis Angers, ça aurait pu paraître logique, mais là, à domicile, non, pas du tout. Mais Ouais, est-ce que c'est pas plus simple de jouer à l'extérieur dans un stade plein que de jouer à domicile dans un stade vide, hein? Bon, C'est une dédicace à Menez, c'est ça, ou à Govou? je pose ça là. Non, mais pour le coup, même si c'est un peu chiant de s'entendre toujours dire ça, mais en même temps c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est compliqué quand même. Enfin, moi, je m'imagine quand même à la place de nos joueurs. Alors, ils le savent évidemment, mais là, C'est un faux débat, oui, ils le savent, hein. ouais, enfin, il y a quand Mais même non. des fois où c'est plus ou moins le cas. Et ce soir, quand même, on était vraiment dans le bas du bas, quoi. Ouais, mais on a été champion avec ce même public, hein. Il n'y avait pas non plus une affluence bien plus folle l'année Ouais. dernière. D'ailleurs, dans ces matchs-là, on dépassait pas les 4-5 000 supporters, hein. Ce qui doit te motiver, c'est pas le nombre de supporters, c'est la deuxième place, clairement. Oui, oui. Enfin, je non, trouve mais que c'est un faux débat, c'est pas vraiment un facteur à prendre en compte dans le fait qu'ils abandonnent le ballon contre une équipe comme Dijon, quoi. oui, mais à noter aussi que l'année dernière, on jouait déjà comme ça, hein. Enfin, après, faut se rappeler le nombre de matchs qu'on a gagné un peu de la sorte 4-5-0 en marquant 3 buts dans les 5 dernières minutes. Il y en a eu beaucoup quand même. Donc moi, moi, ça me choque pas de faire ça parce que encore Une une équipe fois, de contre. ça marche. Nous ne sommes pas une équipe de possession, n'en déplaise à certains qui veulent absolument qu'un beau match de foot et une belle équipe de foot, c'est une équipe qui a le ballon. Pas forcément. En tout cas, nous, on n'est pas une équipe de possession. Voilà, moi ça me dérange pas. Au final, en première mi-temps, on a légèrement la possession, on en met qu'un. En deuxième mi-temps, on l'a pas du tout, on en met 3. Bon, peut-être mieux qu'on n'ait Bien pas sûr, le on ballon. va pas se plaindre ce soir, hein. Peut-être mieux qu'on n'ait pas le ballon Le au résultat final. prime, là, c'est sûr. Surtout qu'en plus on a pu des joueurs comme Silva, Lemar, bon qui revient, mais qui étaient des joueurs plus de possession. Donc moi ça me bat bien. En tout cas, Monaco qui va quand même réussir à trouver la faille. Alors il faut juste rapidement revenir parce qu'on aurait dû bénéficier d'un premier penalty, Nico, quelques instants avant. Thielmans se fait pousser dans la surface de réparation. On est d'accord, il y avait penalty, il n'y a pas de débat. Oui, mais malheureusement, il l'a pas vu, donc heureusement qu'on a un penalty 3 minutes après, mais bon, c'est vrai qu'il est dans la surface de réparation, il est à l'extrême limite. Voilà, quoi, il l'a pas vu. Fait de match. Ah, il est plus qu'à Heureusement. l'extrême limite parce qu'il a les 2 pieds dedans quand même. Hein, donc, Ah ouais. mais bon. Oui, mais oui. Je veux dire, Il c'est est pas poussé à non, l'extérieur. il est poussé à l'extérieur, mais c'est pas non plus. Tu peux accepter que l'arbitre ne le voit pas directement, quoi. Ah, on peut surtout l'accepter parce que c'est Dijon et qu'on mène déjà 1-0 et qu'au final on gagne 4-0. Je suis moins convaincu qu'on l'aurait aussi bien accepté si ça avait été Paris et qu'il y avait 0-0.
bon, bref, c'est toujours le même débat, mais Ouais, ou même si derrière on n'arrive pas à marquer, Oui, qu'on voilà. fait égaliser un partout, quoi. une erreur est une erreur, même si au final elle n'a pas porté préjudice. Le coup franc derrière va être assez mal tiré par Lemar, et comme tu le disais, donc Nico, Monaco qui va finalement obtenir un penalty après une action un petit peu compliquée quand même. Un très beau rush de Sidibé, mais qui malheureusement derrière joue pas très bien le coup, et je vais te Je trouve laisser qu'il la met bien à Baldé quand même. expliquer la suite. Toi, tu trouves qu'il la met bien à Baldé, Patrice? Ouais, peut-être un peu fort parce que du coup Baldé est obligé de la contrôler, se retourner, il peut pas la frapper directement, mais j'ai trouvé que non, c'est plus après du coup que j'ai eu plus de mal, quoi. Ouais, entre Lemar Lemar et Lopez, ouais. et Lopez qui se font des politesses. Bon, il y en a qu'un qui fait des politesses à l'autre. Hein. Oui, Lopez qui fait une politesse à Ouais, je Lemar, pense que du coup. Lemar s'y attend pas trop, quoi. Ça s'appelle la hiérarchie. Voilà. Le patron, c'est Lemar, donc Lopez, il l'a vu arriver, il a dit oula, si je la prends et que je fais une connerie, ben, je vais me faire taper dessus. Donc il lui laisse. Au final, il fait bien de lui laisser, et Lemar joue très bien le coup, parce que plutôt que d'aller chercher à frapper tout de suite comme un bourrin, il fait ce joli crochet et obtient un penalty une nouvelle fois et évident. Donc, Oui, au là, il y a pas de final, débat, oui. ah bah, Ce qui est évident aussi, c'est le carton jaune qui aurait dû aller avec cette faute. il aurait dû Et y qui a avoir et qui a également. entraîné du coup le rouge que ça faisait 2 fois en 5 minutes qu'il faisait un penalty quand même, Yambéré. Alors justement, c'est le débat. C'est encore lui qui fait faute. Oui, c'est lui qui fait les 2 fautes, donc normalement il doit prendre jaune et jaune, et donc rouge. D'accord. Mais Donc justement, il moi, prend le jaune sur la première faute, Ah oui, il prend le jaune sur Tillman. mais ça là va sur faire le la faute. penalty, il le prend pas. Donc, du coup, il aurait dû d'accord. être expulsé. Eh ben je sais pas, moi c'est l'impression que j'avais eue, mais tout à l'heure quand on en parlait entre nous, on m'a fait comprendre que non, c'était Gilles Bodji, donc du coup bon bah en fait c'est moi qui me suis trompé. D'accord. Bah, c'est ce qu'il me semble qu'ils ont dit en tout cas sur Canal+, que c'était encore lui qui faisait faute. Hein. Bah c'est aussi ce qui m'avait C'est bien semblé. lui qui a Maintenant pris le peut-être jaune. que Canal s'est C'était trompé. le 4. C'était le numéro 4 de mémoire. En tout cas, c'est lui qui fait la première faute sur Thielmans, ça c'est sûr, parce qu'il prend carton jaune. Donc ça c'est sûr. Il y a un doute sur la seconde. Moi je disais Yambéré, c'est ça, par rapport au fait que c'est ce que avait dit Canal. Mais bon, encore une fois, Canal c'est pas non plus. Ils ont pu se tromper. Mais voilà, en tout cas, que ça soit lui ou un autre, cette faute méritait jaune aussi. Et Fabinho qui une nouvelle fois ne va pas trembler. Hein, Nico, un penalty parfaitement tiré à son habitude. Oui. Alors, moi, faut savoir que je regarde pas les penalties, je me tourne. Donc, je sais pas comment il l'a mis. Alors il ouvre son pied et il le met, il fait une frappe Côté droit, décroisée à Eh ben, très terre. bien. Et Très le, bien. Alors qu'il il le met à gauche, et heureusement parce que le gardien est bien plongé du côté où il tire habituellement. et le gardien plonge de l'autre côté. Oui, c'est vrai il les a plus souvent mis de l'autre côté, mais Mm. en même temps il les met tout le temps. Enfin, on se rappelle, hein, le seul vraiment important qu'il a raté, c'était à Dortmund. Au final, ça avait pas porté préjudice, mais il les tire quand même excessivement bien. Il les tire même beaucoup mieux que Falcao ne les tire. Oui. Oui. Mais du coup, 16 sur 16 en Ligue 1 quand même, c'est une sacrée stat, quoi. C'est dingue. Il risque de partir de chez nous en étant à 100%. Ouais. Du coup, est-ce qu'il continuera au PSG, quoi? Oula, ça, tu viens de faire très très mal là. Et donc Monaco, donc qui quand même là se retrouve à mener 2-0. Jardim qui va procéder à 2 autres changements parce que Rony Lopez était déjà rentré à la place de Diakabi, et c'est Ghezal qui va remplacer Yuri Tielemans, et surtout Patrice, c'est Pellegrini qui va faire son entrée à la 86e, et donc Pellegrini qu'on va voir fouler peu de temps, mais qu'on a quand même vu fouler la pelouse ce soir. Bah oui, pour une fois, du coup, Sidibé a pas ressenti une douleur qui l'obligeait à sortir pour griller la politesse à Pellegrini. C'est vrai. Donc du coup, cette fois, il a pu rentrer, il a eu sa première titularisation en Ligue 1 avec le maillot monégasque. Il bat donc le record de Mbappé de 11 jours, d'après ce que donnaient les stats de Canal, de précocité. Donc c'est le plus jeune joueur à remporter notre maillot. Ça aurait pu être aussi le plus jeune joueur à marquer un but, hein, parce que sur une action où Ghezal récupère le ballon en pressant bien le défenseur, fait un rush tout seul et choisit plus de frapper plutôt que de décaler le ballon à Pellegrini qui avait bien suivi l'action. Ouais. Du coup sur la frappe qui est contrée par le gardien, du coup Rony Lopez suit bien et met le 3e but.
Ouais, moi je trouve que le fait que Ghezal prenne la responsabilité de tirer, c'était la, Après, la plus logique, puisque tu vois quand même que Pellegrini et il y a deux ou trois Dijonais qui sont sur lui, qui reviennent. René aussi, il doit certainement anticiper une passe sur le un décalage, donc ça m'a pas choqué que Ghezal tente sa frappe. Oui, et puis il veut se le faire aussi, parce que le but il se le fait Oui, tout oui, seul, hein. il a tout fait. Ouais. Le but Bah, il il se a le tout fait tout fait. seul, c'est lui qui récupère le ballon, alors peut-être avec un peu de réussite, mais bon, il a le mérite de bien presser le joueur. Derrière, il dépose le défenseur au milieu de terrain, il a quand même l'opportunité de marquer. En plus, on sait que dans cette position-là, il est à l'aise parce qu'il a le temps de se remettre sur son pied gauche. Après, bon bah il rate, mais Ronny Lopez suit bien, et donc Monaco à ce moment-là mène 3-0. Bon bah évidemment, la Messi. c'est définitivement bouclé. Mais c'était sans compter sur Kamil Glik, notre bon vieux défenseur polonais qui, malgré que nous sommes à 3-0, se retrouve dans la surface de réparation sur un coup franc qui en plus est vite joué. Donc c'est qu'il est quand même monté très très vite. Coup franc obtenu par Pellegrini, il faut le noter aussi. Son premier ballon touché. Ouais, qui fait un beau petit solo, bon, voilà, en tout cas qui obtient un coup franc. Le coup franc est joué vite, Nico, et c'est Ghezal qui centre bien pour Glick, et là le temps s'arrête. Ouais. Glick manque un peu son contrôle, Ah bah ça mais reste Glick, hein. Bah, il décoche une sacrée frappe du gauche qui finit en lucarne. Voilà, pour finir en beauté cette rencontre assez spéciale. Un but style Leverkusen qu'il avait marqué l'année dernière. Peut-être un peu plus beau, moi je trouve. Mais voilà, c'est son troisième but. Ça faisait depuis Marseille qu'il n'avait pas marqué. Donc ça fait un moment. Pour une fois que c'est oui, pas de la tête. c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, très très bien pour finir en beauté cette soirée. Ouais, je suis d'accord avec toi, il est plus beau que, enfin, pour moi il est plus beau que Leverkusen, mais évidemment Ah, je il est préfère bien celui à moins Leverkusen, quand même. important, il est, Oui, c'est sûr. Oui. et au niveau de l'émotion c'est incomparable, mais le but en tant que tel est, même si celui de Leverkusen était déjà très beau, hein, Ouais, également. On a fait le tour maintenant sur la rencontre, donc on va pouvoir tout de suite passer aux prestations individuelles, et je vais tout de suite vous demander vos flops, à commencer par toi, Patrice, qui pour toi était le joueur qui a été un peu en On va dessous. dire le moins en vue. On va dire le moins en vue, pas en Oui, dessous, quoi. Pour moi, c'est Diakabi, parce que du coup, on l'a pratiquement pas vu pendant les 60 minutes qu'il a joué. Moi, je lui ai attribué la note de 5, parce que le seul fait d'arme que je vais noter, c'est ça passe à l'arbitre qu'il a fait à un moment donné. Sinon, c'est la seule action que je l'ai vu faire quasiment, quoi. Ou sinon, il nous a raté deux beaux centres où il a à chaque fois voulu centrer en ouais. première attention sur le ballon qui était pas au sol, quoi, qui était en plein rebond, quoi. Et du coup, il a gâché deux occasions là-dessus, mais bon, après, on peut pas lui en vouloir beaucoup, parce que le jeu n'est absolument pas passé de son côté. Ça a toujours été du côté de Lemar sur le côté droit. Et le temps qu'il est resté en seconde mi-temps, du coup, c'est Dijon qui avait le ballon et on n'a même pas pu profiter de sa vitesse sur des comptes. oui, je suis assez d'accord avec toi, je lui ai mis 5, moi il fait partie d'un groupe de 3 joueurs à 5. Nico, sur Diakabi, quelque chose à rajouter? Ouais, dommage qu'il ait pas enchaîné sur une belle prestation comme face à Angers, face à un adversaire aussi qui était vraiment abordable. Il a tout raté, hein, comme Patrice l'a dit. Il a trop essayé de jouer en un temps, là où des fois il aurait pu avoir le temps de contrôler justement ce qu'on lui reprochait en début de saison. Et défensivement aussi, il venait pas assez déragi, j'ai trouvé, par moments où il y avait des gros trous de son côté. Donc ouais, décevant, mais bon, je pense qu'il est encore son jeu, il est en train de se modifier. On le voit depuis le début de saison quand même. Ça va continuer à s'améliorer, j'espère. De toute manière, là, il reste 12 matchs, il aura du temps de jeu tranquillement, donc pas trop de soucis. Et Je lui ai mis 4. oui, tu lui as mis 4, donc t'as été assez sévère, donc du coup c'est lui que t'as désigné flop. Ouais, enfin, j'ai deux joueurs à la même note, donc Diakabi et Moutinho. On en a déjà parlé aussi, match très difficile, même quand il est redescendu, je l'ai pas trouvé euh, très à son aise. Il a pas du tout rayonné. Euh, donc mauvais match de Moutinho. Ça se voyait même qu'il était pas très à l'aise. Donc tu lui as mis 4 aussi, d'accord. Je lui ai mis 4 aussi. Ouais. Ok, bah moi je vais, du coup ça va me permettre de compléter, parce que vu que j'avais 3 joueurs à 5, il y avait également Moutinho, et le troisième pour moi c'est Thielmans, donc je vais parler de lui. Déçu, voilà, un peu déçu, il avait fait enfin une bonne prestation. Là il est retombé un peu plus dans ce qu'il faisait habituellement, une rencontre
un peu moyenne. J'en attends plus de lui. Son positionnement en deuxième mi-temps sur le côté, à la limite, c'était pas plus mal. Même si je pense qu'il serait plus à l'aise dans l'axe, un positionnement plus haut lui va quand même mieux qu'un positionnement vraiment devant la défense. Il aurait dû obtenir ce penalty, mais ça reste un peu insuffisant pour moi. Mais bon, ça reste un 5. Voilà, moi je suis pas descendu sous 5 ce soir parce que c'est quand même une victoire 4-0 et c'est compliqué de mettre des notes plus basses. Quand je regarde les notes qu'on a pu mettre quand on en prenait 4 contre Porto ou contre Leipzig, il y avait aussi des 4 pour nos milieux de terrain, donc là c'est délicat de descendre en dessous pour moi. Juste Patrice, toi sur Moutinho et Tielemans. Bah pareil, en fait ils ont les mêmes notes que Diakabi pour moi, je leur ai mis 5 à tous les trois aussi. Donc après pas grand chose à rajouter sur Moutinho, on en a déjà bien parlé. Et après sur Tielemans, j'ai pas aimé surtout c'est les 20 premières minutes où plusieurs fois il a eu le ballon, il a pu rentrer dans la surface et à chaque fois en fait il a raté son centre, à chaque fois il a centré sur le défenseur et C'est vrai. ça a pas porté le danger quoi. Ouais, mais je vous trouve quand même, par rapport à ce qu'il avait présenté depuis le début de saison, mis à part son match de la semaine dernière, moi je sens quand même, je vois un progrès en termes d'impact, en termes de sérieux aussi dans son jeu. Tu l'as dit qu'il se retrouve en position de centrer, c'est parce qu'il va aussi les chercher. Il a récupéré quand même pas mal de ballons. Il se projette aussi plus vers l'avant qu'il ne l'a fait. Il prend aussi plus de risques dans ses passes. Donc il a Ah fait 20 minutes mais il a fait 20 minutes dégueulasses, mais il a pas fait une partie oui. si Oh, mais après terrible. il a un 5 donc c'est une note moyenne donc c'est pas, Ouais, pas une mauvaise ouais, mais note moi quoi. je lui ai mis 6. Moi j'ai trouvé intéressant, le plus intéressant que Moutinho, ça c'est sûr. Mais il Bon, a Non, quand après même sur été un, en vue ce soir. ça Après, se sur un match tient. où on n'a pas la possession de balle quasiment, où on laisse le jeu à l'adversaire, alors que les milieux de terrain en face, c'est quand même pas non plus des cadors. Hein. On parle quand même de Balmont qui a bientôt 50 ans. Moi, je peux pas noter les milieux de terrain avec une grosse note quand même. Non, je suis assez d'accord, mais Nico, ouais, je suis d'accord avec toi, il progresse. Regarde, je lui ai mis 5 et sur la saison, il a 4,97. Donc il est Il, en progrès de 3 centièmes sur sa moyenne générale, c'est bien. C'est bien. Sachant qu'il a que 14 notes. Hein, donc, voilà, maintenant le top, je vais commencer parce que c'est mon gars sûr, c'est mon petit chouchou, c'est Glick, voilà, je lui avais mis 6 à la base, comme toute la défense, mais ce but il est juste extraordinaire, et surtout pour un défenseur central, surtout pour un défenseur central avec sa technique, parce qu'on est quand même bien d'accord qu'on n'est pas en train de parler je sais pas, de Thiago Silva, on va dire, mais en tout cas sur l'aspect technique, hein, on est bien d'accord, pas sur l'aspect mental. Donc un but extraordinaire, voilà, donc je lui mets 7 parce que ça récompense également une bonne prestation. C'est un guerrier, il a pris ce carton jaune un petit peu bête. Et d'un autre côté, ouais, il y avait faute sur lui, donc il mais s'est il fait mal ce énervé. carton jaune hein, quand même, parce que du coup ça le suspend. Il avait que un match en plus à attendre pour passer la suspension et du coup là il se fait suspendre pour le match à Strasbourg quoi. C'est un peu bête de prendre un C'est carton vrai. jaune pour contestation et se faire suspendre. Surtout qu'il doit le savoir je pense au début de match comme quoi il faut éviter le carton jaune. Non Du mais coup il fera pas 38 matchs de Ligue 1 cette année quoi. c'est pas faux, c'est pas faux. Non, c'est vrai que ça nous donnera l'occasion de revoir Georges, pour se faire une idée définitive sur son niveau. Du coup, parce que Radji devrait retrouver l'axe de la défense pour cette rencontre. Vos tops, Patrice, ton top. Euh, Mon top moi du coup bah c'est Lemar qui a été très en vue en première mi-temps. C'est lui qui lance parfaitement Sidibé dans la profondeur pour le premier but. C'est lui aussi qui crée du coup le penalty pour le deuxième but. C'est lui qui, sur la première mi-temps qui a été le plus dangereux, qui a beaucoup joué avec Sidibé et qui a créé les peu d'occasions qu'on a eues. Même après, si il a un peu plus disparu quand il était en milieu offensif, ça reste pour moi vraiment le joueur qui crée le danger, qui apporte et qui nous a permis de gagner ce soir facilement. Quoi. Donc, je lui ai mis 6,5 comme Aglic. C'est la même note pour moi, c'est 6,5 également pour les Mars. Et quant à toi, Nico. Moi, Sidibé, voilà, il a un abattage énorme.
C'est une très belle entente sur le côté droit avec Lemar. Il est toujours là. Il se tape des courses de dingue. On l'a vu un moment, je sais plus sur quelle action, où Ghezal le décale. Il fait une course on le voit arriver là sur l'écran. Hop, il déborde. De la première, tant qu'il est sur le terrain, il donne tout. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir. Il a encore une passe décisive ce soir sur le premier but. Oui. Donc voilà, Oui, oui. dans la La ligne de ses quatrième de la saison. ouais, dans la lignée de ses prestations récentes. Voilà, un gars sûr, comme tu dis. Ouais, je suis assez d'accord, mais moi, comme je l'ai expliqué, c'est un 6 comme au reste de la défense, à part Glick. Le gardien de but, Patrice Subasic, qui faisait son retour, est-ce qu'il t'a rassuré ce soir? Oui, oui, clairement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher ce soir, hein, parce qu'il a fait les arrêts qu'il avait à faire. Il n'y a pas eu grand-chose comme arrêt à faire, mais il a fait une super claquette, je me rappelle, vers la 55e sur un coup franc. Puis sinon, il fait un bel arrêt aussi en fin de première mi-temps, mais du coup, il y a hors-jeu, donc sur là, il sert pas forcément à grand-chose. Le seul moment où il m'a fait un peu peur, c'est sa relance à Gemerson un peu étrange. Il y a peu de Ouais. ralenti, donc j'ai pas vu en fait qui fait l'erreur, si c'est Subasic qui donne mal le ballon ou si c'est Gemerson qui contrôle très mal, ou peut-être même les deux en même temps, qui du coup on offre un corner bêtement à l'adversaire, quoi. Mais c'est vraiment la seule chose qu'on peut lui reprocher, parce que même sur les relances, j'ai pas trouvé qu'il y avait de mauvaises relances. À un moment donné, il balance le ballon un peu trop rapidement, du coup on le perd en voulant faire une contre-attaque rapide alors que nos attaquants sont pas placés. Oui, Sinon, moi, je lui ai mis un 6, très bon match, où il fait les arrêts qu'il faut. Et surtout, du coup, c'est le 9e clean sheet de la saison quand même en Ligue 1, c'est pas mal. c'est vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir. Ils Nico, sont pas tous pour lui, je pense, mais Ouais, pareil, je l'ai mis 6. Bon match, y a rien à rajouter. c'est également un 6 pour moi. Est-ce qu'ils sont tous pour lui? Non, je pense pas. Bah déjà, non, bah si, le si déjà on dernier a fait. c'était pour si. Ouais. Par contre, je suis pas sûr que Benaglio ait fait un clean sheet. Ça serait à vérifier, mais je je suis pas sûr de ça. Déjà, on l'a pas mal vu en coupe, que ce soit en Ligue des Champions ou en coupe nationale, évidemment. Est-ce qu'on l'a beaucoup vu en Ligue 1? Est-ce qu'il a fait des clean sheets? Ça serait à vérifier, mais à mon avis, quand même, Subasic doit avoir. En même temps, c'est logique, c'est quand même lui qui a joué l'essentiel des Oui. rencontres, vu qu'il en a joué maintenant 27 avec celle de Il ce a, soir. alors, si je me trompe pas, il a fait 3 clean sheets, Benaglio. Contre Strasbourg, à Lille et contre Guingamp, où il a joué 45 minutes. Ah oui, mais il joue 45 minutes, ouais, donc oui. On va Sur dire. les 3 matchs de Ligue 1 qu'il joue, il fait 3 clean sheets. Bah, il prend pas de but, quoi. Il a jamais pris de but en Ligue 1, d'accord. Non. C'est que j'ai pas regardé les stats dans le détail. 3-0 contre Strasbourg, 0-4 à Lille et 6-0 contre Guingamp. Ah, Guingamp, ouais, on peut. Enfin, du coup, elle est à partager, celle de Guingamp, mais. Ouais. Mais d'accord, ok. Oui, donc en fait, oui, bah, c'est vraiment, oui, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que, comme je disais, on l'a pas mal vu en coupe, et bon, bah là, pour le coup de début, on en a pris à l'appel. Euh, Mm. maintenant, la défense, donc Sidibé, ça a été vu, Glick aussi, donc Jemerson, Nico. Match sérieux, comme toute la défense aujourd'hui. Donc, je lui ai mis 6,5. Moi, ça sera 6 pour moi, et toi, Patrice? Bah 6 aussi, pas grand chose à rajouter, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, il a fait les actions qu'il fallait, quoi. T'as peut-être plus de choses à dire sur notre bon vieux capitaine Raffi. Oui, bah lui aussi, il a fait son match. On a bien cru qu'il allait nous faire le même but que la semaine dernière, Ah oui, ouais. mettre un 3-0. Il a eu une belle action. Euh, du coup, il était un peu plus offensif, j'ai trouvé, que sur le match de la semaine dernière à Angers. Bon, ce qui paraît logique vu qu'on était à domicile, logiquement, il se projette un peu plus. Mais sinon, non, il a été très sérieux sur son côté et il a très bien défendu. Pas rien à Il a lui bien tenu reprocher. physiquement, hein. Oui, il a pas été pris dans son dos Mm. tant que ça par l'ailier asiatique. Et puis en prime, il nous met des meilleurs centres que Georges. Oui, il a fait des trois. Il nous fait un 1-2 avec Du pied Diakabi gauche, et un centre pour Baldé pile poil dans ses pieds. C'est ouais. dommage que Baldé fasse un contrôle un peu long à ce moment-là, mais sinon c'était une très belle action. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu lui as mis combien, excuse-moi? Et je lui ai mis bah 6 en fait, comme Oui. quasiment toute la défense à part Glick qui est buteur. Ouais, bah oui. On a noté un petit peu de la même manière. En même temps, comme souvent, malgré tout, on est toujours à peu près tous d'accord. Fabinho au milieu de terrain, Nico devant la défense. Moi, je l'ai trouvé vraiment au-dessus des deux autres, du cœur du jeu. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Oui, il a tenu son rang.
Lui aussi, il enchaîne les prestations convaincantes. Euh, je lui ai mis 7. Après, c'est lui qui a récupéré le plus de ballons dans l'équipe. Bon, au duel, il avait quand même un petit avantage. C'était Balmont qui le tenait, donc au niveau de la taille, ça allait. Mais oui, j'ai trouvé pas mal. Des bons tacles aussi, des bons tacles défensifs où on a pas mal récupéré les ballons du coup, ou qui gênaient beaucoup l'adversaire dans le développement du jeu. Donc un bon match de sa part. D'accord avec cette analyse, Patrice? Oui, je suis d'accord que c'était le meilleur de nos trois milieux, voire même 4 quand Lemar s'est repositionné en milieu offensif. Moi, je lui ai attribué un 6. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir laissé trop le jeu, et je trouve que même Balmont a quand même touché, a été une bonne plaque tournante pour l'équipe de Dijon, quoi. Et je trouve que c'est pas très normal. Bah, Ouais, c'est vrai que je suis pas monté plus haut dans la notation, surtout que bon, un oui. but sur penalty, après, c'est pas non plus. Et il aurait marqué son but où il fait une très belle récupération et où il fait le 1-2 avec Ah oui, Neymar. Où malheureusement, du coup, quand il frappe, le défenseur revient sur lui et la balle est contrée. Là, il aurait mis ce but-là, oui, ça aurait été C'est un vrai. très bon match. C'est vrai, bah pour moi ça sera 6,5 comme j'avais mis à Lemar, donc les milieux ça fait 2,5 et 2,6,5. Pour finir chez les titulaires, vu qu'on a déjà parlé de Diakabi, Keita Baldé, et alors Keita Baldé j'ai envie de dire Nico un peu comme d'habitude, Keita Baldé qui est dur à il noter ce marque. soir. Ouais. Il marque, il nous enlève une belle épine du pied, puis il s'en va. Match assez compliqué, mine de rien. Souvent hors jeu, même s'il faisait Ouais. des beaux appels, on peut lui mettre ça, mais souvent hors jeu, son pressing était assez, on va dire, pas inexistant, mais inefficace. Il a beaucoup couru dans le vide, et malheureusement, il n'a pas eu non plus 36 opportunités. Il met le but. Après, sur le penalty provoqué par Lemar, il frappe, c'est contré, ça, il a le mérite de frapper quand même. Mais bon, il met le but. Après, dans le jeu, ouais, il a été assez inexistant. C'est vrai qu'il a été un peu hors jeu. Maintenant, le hors jeu du coup avec Ronny Lopez, c'est surtout Ronny Lopez qui merde, hein, parce qu'il faut quand même lui expliquer que quand il y a Mm. plus le gardien, a priori, s'il y a un cas Faire la défenseur, passe. s'il y a un cas défenseur, il y a quand même hors jeu. Peut-être qu'il pense que en fait, il faut juste qu'il y ait un joueur et pas, parce que le gardien, ça compte pas. Mais bon, bref. C'est pour ça, là, pour le coup, Baldé, il est pas trop à incriminer. Moi, je lui ai mis 6 parce que, Il comme a, tu l'as dit, il marque le but le plus important. il a quand même touché que 16 ballons hein, Oui, sur le match. je lui ai mis 6 exactement parce que c'est exactement le genre de match qu'aurait pu faire Falcao. Bon, comme disait Boris justement, Falcao aurait également tiré le penalty, mais voilà, nous a habitués à faire beaucoup de matchs un peu de la sorte en étant efficace. Et quand Falcao fait ça, c'est 6. Donc je lui ai mis 6 pour rester logique. Bah, pour moi, c'est 5,5 du coup, à part le but, je l'ai quasiment pas vu. Et du coup, je trouve qu'on voit énormément la différence avec Jovetic sur Mm. ce type de compo. Quand il est seul en pointe, c'est vrai que Baldé cherche plus la profondeur, ce qui est son jeu, hein, de toute façon, et du coup, il Oui. participe très peu au jeu dans ce genre de match, alors que Jovetic, lui, va plus redescendre pour aider à la construction et pour laisser de la place au milieu excentré. Et donc, du coup, c'est vrai que sur un 4-2-3-1, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un joueur comme Jovetic, même si c'est pas non plus son meilleur Ce qui aurait dû rôle. être le cas d'ailleurs. Oui, ce qui aurait dû être le cas, quoi, que Baldé, que j'aurais préféré voir à la place de Diakabi et d'inverser avec Lemar. Donc voilà, je lui ai mis 5,5, parce que du coup, il nous offre un beau but, après, il m'a un peu énervé sur les hors-jeux, quoi. Voilà. Ok, et pour conclure les différentes entrées en jeu, bon, Pellegrini, il n'y a pas grand chose à dire, voilà, il a obtenu un coup franc, c'est bien. On a hâte de le revoir. Bon bah Falcao était out, est-ce qu'il va revenir? A priori quand même, il devrait revenir la semaine prochaine, mais du coup là c'est Jovetic qu'on a perdu pour au moins une semaine. A priori quand même une contracture, ça m'étonnerait qu'il soit là la semaine prochaine. Donc on sera peut-être amené à le revoir un petit peu, Pellegrini. Pour ce qui est des deux autres entrants, au final deux rentrées intéressantes. Déterminante. Lopez marque un but et fait quelques autres trucs intéressants. Ghezal amène ce fameux but de Lopez et fait la passe décisive, n'en déplaise à certains, sur le but de Glick. De bonnes rentrées et Ghezal qui confirme une nouvelle fois qu'il est vraiment fait pour rentrer en jeu. Mais il est vraiment Oui. meilleur quand il rentre, hein. Ouais. Il a fait plutôt une bonne rentrée. Il a récupéré 2-3 ballons. Bon, ça on en a déjà parlé. Mais il a beaucoup Euh, couru, quand même. J'ai l'impression qu'il a touché plus de ballons que Diakabi, ou que Baldé, alors qu'il a joué à peine 10 minutes. oui, il a touché 11, presque autant de ballons. Ouais. Il a touché 11 ballons.
et 12 pour Lopez. Et du coup, il a déserté, alors qu'il remplaçait Tielemans, il a déserté son aile pour se recentrer beaucoup, j'ai trouvé, pour justement être au cœur de jeu et toucher beaucoup de ballons. Ouais, de toute façon, oui, pour le coup, lui, c'est, contrairement à Baldé ou à Falcao, c'est des joueurs qui ont besoin d'avoir souvent le ballon, quoi. Donc, Mm. c'est des profils très, très différents quand même. Mais oui, c'est vrai. Des bons changements, des bonnes entrées, donc un Ouais, bon après, coaching, on peut dire au final. en effet. Sachant que Ronny Lopez, lui, a marqué son 7ème but, toute compétition confondue, quoi, donc il est derrière Carrillo et Baldé à 8, et bien sûr Falcao tout devant, quoi, mais du coup, c'est quand même un joueur qui fait une bonne saison, mine de rien. Carrillo Oui, est à il a- 8. C'est extraordinaire, cette stat. Eh, bah oui, Cette stat est folle. En ayant joué 11 matchs titulaires, c'est impressionnant. Mais bon. mais du coup, ouais, Lopez, il a 7 buts et 8 passes décisives, donc il est vraiment très très important dans le jeu cette année, hein. Ah, c'est également notre milieu de terrain qui a joué le plus derrière Fabinho. Oui. Donc Oui. c'est logique aussi parce que là c'était son 36e match, il en a joué Sur 29 38. en tout cas, il a été noté 29 fois sur oh mais là c'est ouais sur 38, oui voilà, c'est ça, sur 38. Donc c'est énorme et on se rappelle qu'il a marqué des buts importants dont celui à Beşiktaş. Bon bah c'est sur ça que se termine ce nouveau débrief. Le prochain rendez-vous sera la causerie de la rencontre de la semaine prochaine face à Toulouse. Rencontre qui aura lieu samedi à 17h. C'est ça, samedi à 17h. Non mais c'est non. J'ai posté le programme TV il y a pas Ouais, c'est longtemps, ça. j'ai oublié. Non mais c'est Le 24 à 17h. Ouais, c'est voilà, ça. 17h samedi, c'est ça. Voilà, rencontre qui aura lieu samedi à 17h. La rencontre suivante sera face à Bordeaux le vendredi soir. Et entre temps, vous aurez votre club Mounegou mensuel. Merci de nous avoir suivis. Merci Patrice, merci Nico. D'ici là, portez-vous bien et taquez Mounegou. Et bisous.